La question de l'éducation, la question de l'école, la question de la jeunesse est une question éminemment politique puisque c'est l'avenir de la société. Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui sur le plateau du Regard avec notre invité, Monsieur Jean-Pierre Rejekra Ndjebongo, pour parler de la jeunesse et de l'éducation. Comment allez-vous, Monsieur Jean-Pierre? Je vais bien, Vous avez fait bon voyage, très bon voyage par un ciel clément. j'imagine. Aujourd'hui, l'objectif de l'interview sera d'échanger sur votre parcours, sur l'itinéraire professionnel que vous avez pu avoir, ainsi que sur l'expérience que vous avez pu accumuler tant en Afrique qu'en Europe et qu'en Outre-mer. Du coup, je vais vous poser une dizaine de questions sur la jeunesse et l'éducation, que ce soit en Centrafrique ou ailleurs. Mhm. Et nous allons aborder le sujet et voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui et quels sont les enjeux, notamment pour la jeunesse centrafricaine et africaine. Très bien. Premièrement, j'aimerais vous demander qui êtes-vous aujourd'hui, au-delà du titre de directeur de lycée? Alors, je suis précisément proviseur de lycée, mais avant tout, chef de famille avec 8 enfants, Ah oui, 2 garçons et 6 filles. Six des 8 enfants travaillent déjà, donc je ne suis pas encore grand-père, mais chef d'une grande famille. Et puis l'aîné de ma famille aussi, puisque j'ai des petits frères qui sont un peu partout dans le monde. Et puis citoyen centrafricain, citoyen français, avec des racines malgaches. Voilà, donc citoyen du monde. ah oui, littéralement citoyen du monde. Voilà, exactement. Ouais, tant leader dans le monde professionnel que dans la famille, on va dire. Oui, oui, exactement. Donc qui dit leader dit responsabilité, dit vision, dit aussi expérience, mais surtout je dirais le mot-clé c'est les responsabilités. Oui, Et je pense toujours à l'image chez nous en Afrique du caméléon. Vous savez, le caméléon, quand il veut il veut faire un pas, oui, il regarde à 360 degrés à gauche, à droite, et après, il avance. exactement. Et donc, quand on est aîné, j'espère que tous les aînés qui m'entendent sont d'accord, Mhm. on doit regarder à gauche, à droite, et puis essayer modestement, humblement, de montrer le chemin à la jeune génération, à Exactement. vous autres. La sécurité avant tout. Voilà. Ensuite, j'aimerais vous demander quel souvenir de votre parcours scolaire a le plus marqué votre manière de voir l'éducation aujourd'hui? Alors, je vais vous surprendre, ça me renvoie directement à l'année 1979 où j'avais 10 ans. Ah oui, Et j'étais élève de CM2 et c'était à l'époque de l'empereur Bokassa. Et donc, il y a eu les manifestations de jeunes. Je me souviens parfaitement des jeunes lycéens qui sont entrés dans mon école, qui s'appelle l'école Centre Phi à Bangui, ah oui, et qui sont venus dire qu'il fallait qu'on sorte des classes et demander notamment à Bokassa de payer les parents pour pouvoir payer la tenue scolaire. ah oui, Et très jeune, j'ai compris que la question de l'éducation, la question de l'école, la question de la jeunesse est une question éminemment politique puisque c'est l'avenir de la société. exactement. Et donc, 1979, ça me renvoie à cette jeunesse de l'époque qui n'était pas d'accord avec l'idée de la monarchie et qui pensait que il faut qu'on rentre dans une société de droit, de démocratie, de liberté d'action, de droit et de devoir. Et donc, très jeune, j'ai vite compris cet enjeu-là, que l'école et la jeunesse sont des éléments clés de la politique d'un pays. Et donc, quand la jeunesse, on y reviendra, Mhm. est abandonnée, ça veut dire que le pays a un avenir, entre guillemets, sombre. Et quand l'État, quand les propriétaires de fonds, des capitaux, mettent beaucoup de moyens dans l'éducation, Ah oui, on peut considérer, on est ici au Sénégal, hein, c'est l'exemple type. exactement. Quand le président Senghor a pendant 10, 20 ans, 30 ans mis un pourcentage du budget sénégalais important dans l'éducation, on voit que même après son départ, le Sénégal est un pays stable, Oui. démocratique, parce que l'école a prospéré. Voilà, mais si vous voulez qu'on parle d'école, on en parlera longtemps. On en parlera, ce qui est sûr. Voilà. Votre parcours vous a mené dans plusieurs territoires. Qu'est-ce que ces expériences vous ont appris sur les jeunes et sur les réalités qu'ils puissent vivre, hormis celles que vous avez connues à vos 10 ans? Je dirais que quand je vais dans un pays, je regarde, j'ai toujours un regard, j'ai une espèce de focale sur l'état de la jeunesse. Mhm. Et donc tout à l'heure, je disais à mes amis dans la voiture, qu'on soit à Bamako, à Bangui, à Dakar ou à Nouakchott ou dans d'autres villes d'Afrique, il y a une constante. L'Afrique est un continent de jeunes et c'est visuel Bien et c'est sûr. factuel. J'ajouterais mon île maternelle, Mayotte. Quand on est à Mayotte, on a beaucoup de jeunes dans la rue. Ah oui. Et l'éducateur que je suis, forcément, se pose la question, tous ces jeunes, parce qu'on a, comme vous et moi, on le sait, Mhm. les statistiques de la démographie mondiale montrent que la population de l'Afrique va à une vitesse
ahurissant. considérable. L'Afrique est un marché, l'Afrique est un territoire des cerveaux d'avenir. On se pose forcément la question, que va-t-on faire de cette jeunesse? Est-ce qu'on va lui offrir des chances de vivre convenablement? Est-ce qu'on va lui offrir des chances d'être scolarisé convenablement? Alors, ce que j'appelle scolarisé convenablement, c'est du point de vue des connaissances, mais c'est du point de vue des savoir-faire. Ouais, Est-ce qu'on a des bons maçons dans le pays? Est-ce qu'on a des bons mécanos? Est-ce qu'on a des bons ingénieurs? On a la crise de Christian Bourguet, est-ce qu'on a des bons électriciens? Est-ce qu'on a des bons ingénieurs pour développer des structures autour du solaire? Est-ce qu'on a des médecins, parce que l'espérance de vie baisse dans notre pays, etc. Donc, si on investit dans cette jeunesse-là et qu'elle est parfaitement prête à prendre en compte tous ces défis, oui, on peut considérer que l'avenir est radieux. Et si, de contre, bien entendu, je ne jette pas la pierre à un régime, hein. C'est un projet qui s'inscrit dans une durée. oui, Il est important que dans notre réflexion, l'école et la jeunesse soient le premier investissement. Donc, pour répondre à votre question directement, c'est par le prisme de la jeunesse qu'on voit l'état d'une société. c'est vrai. Et ça se représente surtout aujourd'hui, surtout en Afrique, lorsqu'on voit que la population est majoritairement jeune et Mhm. beaucoup plus dynamique. Mhm. Du coup, vous avez tout à fait raison. C'est un élément très important, surtout pour le développement, Alors, ça se discute aussi. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde, et notamment en Afrique, notamment. parce que les mercenaires, les djihadistes, pour ne pas les citer, les hommes politiques qui ont besoin d'avoir des raccourcis, proposent aux jeunes un petit peu d'argent et on dans des rébellions armées, vous savez, Ah oui, ou dans des groupes terroristes. Ça marche effectivement dans des pays où l'éducation n'est pas investie et dans des pays où la jeunesse est dans une forme de désespoir. Et donc, ce qu'on lui propose, c'est de prendre les armes et d'aller avoir le gain facile. Donc, vous voyez, tout tourne autour de la jeunesse. Quand cette c'est vrai. jeunesse-là est occupée, formée, insérée professionnellement, dans le privé, dans le public, elle est occupée, donc elle va faire avancer le pays. Mais si on ne s'occupe pas d'elle, d'autres viendront s'occuper d'elle en la mettant sur le mauvais chemin. C'est Le vrai. chemin de la rébellion armée, le chemin du vol, le chemin de la drogue. On parle beaucoup de la drogue en Afrique, c'est une réalité. Et donc, une partie, d'ailleurs, je ne citerai pas des pays ici de la côte ouest africaine Oui, ou du Maghreb, sont un peu les terres de passage de la drogue qui vient d'Amérique du Sud, qui vient d'Amérique du Sud vers d'autres continents. Et donc, cette jeunesse est effectivement exposée. Et c'est un sujet en tant que proviseur que je discute beaucoup avec des juges pour enfants, ah oui, et les juges chargés de la protection qui m'expliquent un peu les grands. Alors, vous savez, il y a le commerce triangulaire dont on a parlé à l'époque, mais exactement. aujourd'hui, il y a les chemins, non pas de la soie, mais il y a les chemins de la drogue dans le monde, et c'est un sujet aussi qui concerne notre jeunesse. C'est vrai. En tout cas, on espère que avec la hausse de l'éducation, on puisse au moins réduire un peu cette implication des jeunes dans ces activités pas très légales. Mhm. J'en profite également pour vous demander ce qui change le plus selon vous lorsqu'on dirige un établissement en Afrique par rapport à la France. Alors, parlons déjà de ce qui est commun. Nos pays sont des établissements francophones. On utilise la langue française pour enseigner, Hmm. pour évaluer les élèves, pour passer les diplômes. Donc, ça se casse encore en commun. Oui, Mais à part ça, tout le reste, ce n'est plus pareil, parce que nos programmes ne sont pas les mêmes. Et surtout, les conditions d'apprentissage ne sont pas du tout les mêmes, puisque on a 150, 200, 300 élèves par classe, oui, alors qu'en France, la norme, c'est une trentaine d'élèves. Déjà, quand il y a 35 élèves, c'est scandaleux oui, au niveau du collège et du lycée. Mais je pense que l'Afrique n'a pas besoin de copier nécessairement le modèle français. Il faut d'abord qu'elle se pose la première question pour qu'un système éducatif marche bien. Il y a trois éléments. Il faut des enseignants de qualité. effectivement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des contenus disciplinaires en mathématiques, en sciences, en littérature, en anglais, en sport, etc., en termes de formation initiale. Et puis ensuite, il faut des infrastructures. Il faut des bâtiments. Hmm. Et puis, il y a un troisième sujet qu'on n'aborde pas beaucoup dans notre pays, mais je vois que nos frères du Bénin le pratiquent actuellement. On développe ce qu'on appelle des cantines scolaires. Ah oui, Avec des produits locaux, on fait en sorte que les enfants viennent à l'école le matin et on s'assure qu'ils ont au moins un repas dans le ventre. Ça, c'est dans la portée de tous nos États africains et notamment de la Centrafrique où nous avons des richesses et ces richesses doivent être dirigées sur ce type d'investissement. Comme normalement. vous savez, un corps sain dans un esprit sain. Donc, des enseignants de qualité, des programmes définis par rapport à nos besoins de développement et puis des conditions de ce qu'on appelle la vie scolaire.
les conditions de santé, les conditions d'alimentation de nos enfants qui vont à l'école. Pour moi, si on met tout ça dans une politique globale, on devrait y arriver. Peut-être la question qu'il faudrait approfondir avec vous, c'est la question des programmes. Il ne Oui, faut pas qu'on forme des gens qui vont tous être des politiciens, des journalistes, des médecins, mais comme je disais tout à l'heure, il faut aussi des techniciens, oui, il faut aussi des gens qui sont dans la santé, et qui sont capables de nous aider à résoudre les défis écologiques, énergétiques, les infrastructures, etc., etc. Formés par rapport à nos besoins de développement. Voilà. surtout développer une multitude de profils. Bien sûr. Et D'accord. peut-être, je vous vois en souriant, vous de la diaspora qui êtes sorti, qui avez appris et a été formé, il fallait qu'on arrive aussi à vous donner envie de rentrer au pays ou au moins de transférer vos compétences au profit de vos jeunes frères. C'est vrai. Parce que je suis peut-être plus vieux par rapport à vous, mais vous, dans quelques années, vous allez être vieux par rapport à ceux qui sont là. Et donc, il faut qu'il y ait des phénomènes de transfert de compétences. Et je vous invite à lire un peu l'histoire du Japon. L'empereur Meiji Oui, a envoyé dans le monde entier tous les Japonais qui le souhaitaient avec un peu d'argent en leur disant faites le tour du monde entier, allez copier tout ce qui est bien dans le monde entier et vous ramener au Japon. C'est ça le secret du Japon d'aujourd'hui. oui, Ils sont allés copier la technologie européenne dans d'autres pays d'Asie, dans d'autres continents et ils ont ramené tout ça et ils en ont fait un tout qui aujourd'hui qui fait la puissance du Japon. exactement. Vous voyez l'éducation comme un levier d'insertion. Comment cela se traduit-il concrètement pour un jeune? Pour un jeune, c'est qu'il faut que si on revient à notre exemple de la Centrafrique, il faut qu'il y ait nous avons un seul lycée technique, faudrait qu'on ait des lycées techniques avec des plateaux techniques. Oui, Il faut qu'on ait des écoles de santé pour former des infirmières en quantité, on en a besoin. surtout ça. Il faut qu'on ait des écoles supérieures pour former des enseignants. Je parle bien des vrais enseignants, je ne parle pas des maîtres parents, mais des enseignants, Oui, avec Bac+4, Bac+5. Il faut qu'on définisse, en termes de planification, on a besoin de combien de médecins? De 150 médecins, de 200 médecins, à quel horizon? oui, Il faut que chaque année, on se dise, voilà l'objectif pour le nombre de médecins, voilà l'objectif pour le nombre d'ingénieurs, conforme au pays ou dans d'autres pays. Mais en tout cas, on essaye d'avoir ce qu'on appelle le dispositif humain, la compétence humaine oui. dans le pays. Pour moi, c'est ça l'insertion. Mais on ne doit pas former tous les gens pour qu'ils deviennent fonctionnaires. Effectivement, il faut qu'on ait des ouvertures sur le secteur privé aussi. Des écoles privées, des hôpitaux privés. Voilà. Tout ça, c'est une politique. C'est vrai. Cela se réfère également à vos diverses conditions dont vous avez cité plus tôt, Mhm, notamment les infrastructures mhm, et les enseignants de qualité. mhm. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les principaux défis de l'éducation de la jeunesse centrafricaine? Oui, en effet, les défis sont nombreux. Et le terme défi, je le retiens, puisque je dirais d'abord le premier défi, c'est le défi de réapprendre à aimer son pays. C'est ce qu'on appelle le défi patriotique. Et de façon concrète, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Tous les matins, on se mettait à saluer le drapeau Oui, de la République. Mais je dirais au-delà de ça, qu'on ait des projets, des idées, des supports, pour qu'on réapprenne aux jeunes Centrafricains à aimer son pays. Et aimer son pays, c'est connaître son pays. c'est C'est connaître son drapeau, c'est connaître son hymne, et peut-être c'est enseigner dans nos établissements l'histoire de la Centrafrique. Quels sont les principaux personnages qui nous ont précédés, quels sont les principaux éléments du récit national. On a des héros, on a aussi des anciens qui nous ont précédés dans les deux guerres mondiales, c'est vrai. on a des figures intellectuelles, on a des littéraires, des grands médecins, etc. Il faudrait que ce récit soit enseigné. Donc je dirais le premier défi, c'est le défi citoyen. Le deuxième défi, on en a parlé déjà, c'est le défi de l'éducation en termes de formation scolaire, universitaire et professionnelle. On l'a déjà développé suffisamment. Et peut-être le troisième défi, c'est le mot-clé que vous avez cité tout à l'heure, c'est celui de l'insertion. Ce sont les jeunes en Centrafrique qui, on se dise qu'on n'est pas obligé d'aller à l'étranger pour s'émanciper professionnellement, qu'on n'est pas obligé d'être fonctionnaire pour s'émanciper. On peut aussi avoir des reçus dans le secteur privé. Je vous donne un exemple tout simple. Si on se disait, l'État centrafricain va donner la possibilité à tout jeune centrafricain de développer ce qu'on appelle l'agriculture. Mais je ne parle pas d'une petite open de terre, je Hein? parle des exploitations agricoles, des exploitations en tant qu'éleveur, Oui, à grande échelle, en donnant des financements, en donnant des facilités administratives, en donnant des facilités douanières et fiscales pour qu'on ait des grands exploitants agricoles pour nourrir la population. oui,
Voilà un exemple concret de choses qu'on doit faire en termes d'insertion. On a aujourd'hui en Centrafrique beaucoup de choses qu'on importe, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait transformer sur place. C'est Il y a vrai. beaucoup, je pense au bois par exemple. Le bois, on l'envoie à l'étranger. On pourrait le transformer sur place en faisant des tables bancs, effectivement, mais en essayant de le transformer et de le revendre avec une valeur ajoutée supérieure. Bien sûr. Hein, au lieu d'envoyer, vous voyez, tous les jours, depuis que vous et moi on est jeunes, on a toujours vu des grosses billes de bois qui sont sur les camions Oui, et qui vont à l'étranger. Mais en le transformant, on augmenterait le prix, on gagnerait davantage à exploiter notre bois, c'est vrai. sachant que c'est une ressource qui n'est pas infinie. Voilà. Donc je retiendrai ces trois défis, le défi citoyen, le défi de l'éducation et de la formation Oui. et le défi de l'insertion. Alors, il y a un autre défi, vous me direz s'il est un peu fantaisiste, mais j'y crois beaucoup, c'est le défi aussi de l'égalité homme-femme. Il faut qu'on donne aussi bien la chance aux jeunes femmes et aux jeunes hommes sud-africains. Et nous savons qu'on devra beaucoup investir dans le genre féminin parce que ce sont nos sœurs, nos mamans, nos tantes qui tiennent la famille. C'est vrai. Donc, si on a une femme à la maison, une fille à la maison qui est formée, qui sait donner des médicaments à un enfant qui est malade, qui sait organiser un petit budget pour que la famille vive bien, qui peuvent aussi avoir des mandats politiques, parce que les femmes ont une sensibilité politique différente de celle d'un homme. Alors, je ne dis pas que parce qu'elle est une femme, elle est bonne ou meilleure que l'homme, mais on a eu chez nous une présidente de transition femme ça n'a pas posé de problème. On a eu aussi chez nous la première femme Premier ministre en Afrique, je ne sais pas si vous le savez, Oui, Madame Domitien. bien Mais ça, sûr. c'est pas enseigné dans les écoles. Donc, je crois beaucoup aussi au rôle économique et politique d'émancipation de la femme dans notre société. Alors qu'aujourd'hui, la femme est plutôt mobilisée sur tous les aspects folkloriques, danser, faire des choses plutôt liées à... Le Ouais, divertissement. j'insiste sur la notion folklorique. Oui, Mais on devait remettre la femme au cœur du projet politique comme un agent économique qui fait avancer la société, qui fait avancer la famille et qui fait avancer le pays. Et je reviens aussi sur l'aspect symbolique que j'ai évoqué tout à l'heure. Nous avons aussi des femmes qui ont marqué l'histoire de la Centrafrique. Je parlais de Domitier tout à l'heure, je parlerai de l'impératrice Bokassa. Je ne sais pas si vous avez connu Madame Ruth Roland, qui était une officier de l'armée centrafricaine. Mais il y a beaucoup de Madame Zanfé, il y a beaucoup de femmes qui ont aussi contribué à l'avènement de la démocratie, à l'avènement de l'école. Il y a des figures de l'école, il y a des figures, il y a des femmes qu'on peut considérer comme sud-africaines, comme la sœur Juice, qui a été la patronne du CP12, hein, oui, qui a fait aussi beaucoup de choses. Il y a ces figures féminines, il faut qu'on les utilise pour que nos filles aussi aient confiance en elles et qu'elles soient aussi des agents de développement. c'est vrai. Ce sont également des défis de taille qui, je pense, pourront être relevés Mhm. avec énormément de motivation, de volonté et de solidarité. Mhm. Quelle place doit occuper l'enseignement technique et professionnel dans l'avenir des jeunes? Alors, j'ai commencé à aborder le sujet un peu tout à l'heure. Il faudrait que euh, dans un pays qui fonctionne bien, on puisse avoir ce qu'on appelle des pôles économiques. Oui, On peut considérer que la République centrafricaine est divisée en régions et que chaque région a une spécialité. Ça peut être l'élevage, les mines, ou ça peut être plusieurs spécialités à la fois d'ailleurs. C'est comme on voit ici au Sénégal ou dans d'autres pays, il y a des villes qu'on dit des pays, des zones du pays qui sont plutôt universitaires, et des universités. oui, C'est ça qui fait tourner l'économie. Il y a d'autres, je pense à des endroits de chez nous comme Bayanga, Nola. Ça, c'est des zones de tourisme. oui, Parce que c'est la forêt équatoriale avec de la faune et de la flore particulière qu'on ne trouve pas ailleurs. Pareil à Birao aussi, vous savez, on a des parcs nationaux là-bas. bien sûr. Donc, il y a ça. Vous savez que dans la région de la Waka, d'où mes parents viennent, on a le diamant, on a l'or, mais on a aussi tout ce qui est artisanat. L'artisanat, vous savez, les artisans qui fabriquent des chaussures, des sacs, etc. Oui, On a du côté du Mboumou, du Mboumou, les chutes de Kembe. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais les chutes de Kembe, c'est quelque chose d'extraordinaire, où on devrait pouvoir là-bas faire un lycée des métiers de l'eau et de l'énergie. C'est là-bas qu'on doit développer ce type d'activité pour répondre aux besoins du pays. bien Donc, vous sûr. voyez, c'est un peu cette approche-là qu'on parlait d'enseignement professionnel et de formation. Il faudrait qu'on essaye de spécialiser des régions Oui, qui sont des pôles de développement, des pôles de formation, qui alimentent le pays en cadres, en ouvriers, en techniciens, en infrastructure, pour que le pays se développe. Tout ne doit pas être seulement ramené à Bangui et à l'ENRK de Boili. On a d'autres possibilités dans ce pays
Notamment, pour ceux qui nous écoutent, on a 10% des eaux de l'ensemble de l'Afrique se trouve en Centrafrique. Vous savez, quand on voit la carte de RCA, Oui, on a un réseau hydrographique exceptionnel, avec des cours d'eau partout, partout, partout. oui, On ne devait pas avoir des problèmes d'électricité, on ne devait pas avoir des problèmes d'eau, oui, mais ça, il faut qu'on mobilise des technologies pour pouvoir transformer l'eau en électricité, transformer l'eau en eau potable, etc. Mais ça ne tombe pas du ciel. C'est un travail de longue haleine qui doit être mené par les autorités, par les hommes d'affaires qui ne sont pas embêtés par l'État, par l'administration qui est facilitatrice pour les investissements. oui, Et puis, malheureusement, qu'on ne s'enferme pas dans des débats sur les gens de la diaspora. Pas la diaspora doit être une force oui, au service du pays en toute modestie, tout comme aussi ceux qui sont aussi au pays ne sont pas moins bêtes que ceux qui sont aussi à l'extérieur. Mais il exactement. faut conjuguer toutes ces énergies-là autour, comme vous dites, de l'enseignement technique professionnel, du niveau universitaire jusqu'au niveau du CAP, Oui, pour pouvoir faire avancer ce pays. Je pense, notamment, pour moi qui ai vécu ces 30 dernières années en France, il y a des dizaines de milliers de Sud-Africains qui sont extrêmement brillants dans tout ce qui est chocolaterie, pâtisserie, etc. Et qu'on voit la qualité du pain en Sud-Afrique, vous pouvez vous Ça, poser des questions. c'est vrai que Voilà. le contraste est Je ne assez dis pas fort. qu'on ne peut pas, on n'a pas que des gens incompétents, mais il y a un travail de qualité qui peut être fait. Je vais être un peu provocateur parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique. Lors de la dernière campagne des élections qui viennent de s'achever, Oui, j'ai cru comprendre que tous les candidats se sont dépêchés d'aller au Cameroun ou dans d'autres pays pour acheter des t-shirts, des casquettes, etc. Ça aussi, ce n'est pas normal. pas On du tout. devrait pouvoir anticiper des opportunités économiques comme les élections, comme les gros investissements qu'ils mettent en place pour que des Centrafricains soient capables de produire des casquettes quand même, de produire des t-shirts, de produire des outils indispensables pendant la campagne. C'est un exemple que je donne, mais C'est cela est réel. valable pour tout. Monsieur Rejekra, vous êtes Oui. actuellement le proviseur du lycée Liberté de Bamako. Mhm. Quelle est votre vision en ce qui concerne vos élèves? Alors, la vision elle part toujours du réel. Et j'ai la chance de diriger un établissement français à l'étranger, mais qui est composé à 90% d'élèves qui sont d'origine malienne, bon, de la haute société malienne, mais qui sont aussi le lycée Liberté, on l'appelle souvent les Nations Unies, parce qu'il y a 38 nationalités. Donc, ils sont maliens, mais ils sont souvent maliens américains, maliens français, maliens belges, canadiens, etc. Par exemple, à titre d'exemple, sur mes 1300 élèves, il y en a 100 qui sont maliens américains, 100 autres qui sont maliens canadiens, et d'autres même qui sont maliens français et canadiens. Vous voyez? Mhm. Donc, c'est un peu les Nations Unies. Dans ma vision, c'est forcément aussi, et d'avant tout, une vision citoyenne, apprendre à tous ces jeunes à vivre ensemble. D'autant plus qu'on a des classes qui vont de la maternelle jusqu'en terminale. Donc, le premier mot de la vision, c'est apprendre à toutes ces personnes, à tous ces jeunes, qui ont encore droit à l'erreur, qui se cherchent, Oui, du point de vue des études, qui se cherchent du point de vue de la vie, à vivre ensemble. La deuxième chose, c'est que c'est un lycée de l'enseignement français à l'étranger, donc avec des exigences de réussite, oui, mais je dirais plutôt des exigences d'excellence scolaire. Donc, il faut que l'école fonctionne de façon exemplaire pour que ces jeunes, quand ils sortent de là, on peut les poser dans n'importe quel pays. On fait des études en anglais, en français, ils vont pouvoir s'en sortir. Dans la deuxième, c'est une école de l'excellence scolaire parce que je dirais pas que c'est parce que c'est comme ça, mais le modèle français exporté à l'étranger vise à donner des outils à des jeunes qui ne sont pas français pour qu'ils deviennent c'est leur vision, oui. des cadres, des employés, des gens qui trouvent leur chemin dans la vie, mais en étant imbus de la culture française, qui est une culture de liberté, de fraternité et d'égalité. Comme la Voilà. devise. Voilà, comme la devise. Par ailleurs, autre élément de cet établissement, une forme d'interaction avec le pays d'accueil. Le lycée de Liberté étant au Mali, euh, la culture malienne qui est très, très développée doit aussi irriguer nos programmes pédagogiques. Donc, on a une option qui est une option artistique, qui produit des peintures, des mogolans, des choses strictement de la culture malienne, Oui, mais fait par des élèves qui sont maliens ou pas, peu importe. Nous avons beaucoup d'intellectuels, d'artistes qui viennent visiter l'établissement, qui viennent aborder des sujets avec les jeunes. Nous développons aussi beaucoup de théâtre, ah oui, beaucoup de projets autour des questions mémorielles, comme la mémoire des anciens combattants, on dit des tirailleurs sénégalais, mais il y avait aussi des Maliens qui ont participé aux guerres. bien sûr. Donc, on a retrouvé des manuscrits, on travaille dessus pour bien montrer que, à un moment donné de l'histoire, des Français sont morts pour le Mali et puis des Maliens sont morts Pour pour la la France. France.
mais sans parti pris. Nos jeunes doivent apprendre à avoir toute cette lecture-là. On prépare nos jeunes aussi à aller être prêts à faire des études dans un contexte plutôt anglophone, parce qu'il y a 30% des élèves dans les pays anglophones. Donc, on développe depuis la maternelle jusqu'au collège et au lycée ce qu'on appelle un parcours linguistique anglais. Ah oui, Et donc, les élèves ont une capacité à l'oral et à l'écrit bien développée en anglais pour leur permettre d'étudier dans n'importe quel pays, dans n'importe quel domaine, en anglais. C'est un des établissements que j'ai la chance de diriger. Pour vous dire encore, on est aussi un lycée du sport, on est aussi un lycée des sciences. Par contre, le substrat pédagogique fondamental du lycée Liberté, c'est tout ce qui est gestion et finance. Parce que le Malien est quelqu'un qui, par nature, aime l'entreprise, aime les affaires, aime voyager à l'étranger c'est vrai. pour monter des affaires. Donc, effectivement, dans nos enseignements, on a beaucoup d'élèves. Par exemple, je donne un exemple, on a 140 élèves de terminale et une centaine qui ont choisi la spécialité économie, gestion. Ah, Parce que c'est ça qui est un peu la tradition familiale et la culture familiale. Mais si vous voulez que je vous parle de lycée Liberté, je peux en parler toute la journée, mais c'est un peu tout ça. Beaucoup de langues étrangères, beaucoup d'économie, des jeunes qui ont un très bon niveau, parce que j'étais proviseur dans l'océan Indien, en région parisienne, en Amérique du Sud, on n'en a pas parlé, c'est vrai. pendant 8 ans. Et je trouve que ce lycée malien, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est un lycée qui, aujourd'hui, pour terminer, est sans grande démagogie, c'est un lycée qui est en train de préparer les élites du Mali de demain, les élites de l'Afrique de demain et les élites du monde de demain, parce que c'est des jeunes qui vont aller un peu partout dans le monde. Et à cet effet d'ailleurs, on a monté ce qu'on appelle le réseau des alumni des anciens élèves. Et là, on découvre que ce lycée, depuis 30-40 ans, a formé des jeunes qui sont partout dans le monde et qui aujourd'hui ont constitué un réseau pour m'aider à développer l'établissement qui était le leur il y a quelques années. Voilà un peu le lycée Liberté aujourd'hui avec 1300 élèves, la maternelle, au collège et au lycée. En tout cas, le réseau des alumni, c'est vraiment une belle initiative de la Mhm. part de ces derniers et c'est une marque de reconnaissance. Mhm. Sinon, je constate que vous avez également une sacrée diversité dans votre école. 38 nationalités, Oui, ça fait beaucoup. les Nations Unies. Oui, on développe le projet modèle des Nations Unies. Tous les ans, le lycée développe une assemblée virtuelle des Nations Unies avec tous les représentants des pays du monde, avec une session des Nations Unies au lycée. Et on le fait aussi avec 11 lycées de l'AFE à Rabat, Oui, au Maroc. Et là, hier, j'ai signé un bon de commande. On a aussi 15 élèves qui vont aller à Madrid, qui vont tenir là-bas aussi un modèle Nations Unies, une conférence virtuelle Nations Unies. Et ces jeunes-là apprennent à débattre entre Palestiniens, Américains, Russes, Français, etc., comme dans les vraies arènes, et de sorte que quand ils ont le bac et qu'ils vont dans la vraie vie, qu'elle ils ont s'affirme. Oui. appris à débattre, à argumenter, sans se taper dessus. Voilà. Mais c'est une sacrée organisation. Oui. En tout cas, vos actions sont très organisées et très pertinentes, surtout pour l'avenir de ces jeunes. Mhm. Avez-vous un message à faire passer aux jeunes qui doutent de leur avenir ou de leurs capacités? Je partirai d'une anecdote. Quand j'étais petit, j'ai dit à mes parents, je vais être plombier. Ah oui, Et ça les a scandalisés. Et ils ne m'ont pas contredit, mais ils m'ont continué à me donner des outils voilà, à l'école. Et puis, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai finalement fait du droit public à l'université de Bangui à la belle époque. On était avec des enseignants qui venaient de l'extérieur et des enseignants locaux. Tout ça pour dire quoi? Il faudrait enseigner plusieurs choses aux jeunes. La première chose, c'est le goût de l'effort. Pas abandonner la première difficulté. La deuxième chose, c'est de dire on obtient ce qu'on veut avec le temps. On n'obtient pas tout de suite. Donc, c'est de l'effort qui s'inscrit dans le temps pour pouvoir progresser. Et puis aussi d'avoir beaucoup de curiosité. Aujourd'hui, vous les jeunes, vous avez là au bout des mains un téléphone portable avec toutes les connaissances du monde. Les connaissances scientifiques, religieuses, écologistes, etc. Mais il faut qu'on vous donne des outils pour aller trier la bonne information, la mobiliser pour produire un mémoire, produire une thèse, construire un pont, construire une école, construire une route, etc. c'est vrai. Et donc, le numérique ne va jamais remplacer l'école, mais le numérique est cette espèce de bloc de connaissances infinies qui est là à disposition. Oui, Et le rôle de l'école, c'est de vous apprendre à aller chercher la bonne information, la mobiliser et produire un résultat. Donc c'est vrai qu'Internet, c'est Facebook, c'est Snapchat, c'est pour jouer, mais c'est d'abord un outil pour produire. Et effectivement. donc je pense que le mot-clé pour les jeunes, c'est de leur dire, apprenez dans votre vie à produire
du droit, de la santé, de l'architecture. Là, on vient de faire une interview, on est en train de produire. On produit une émission. C'est vrai. Voilà. En tout cas, c'est très très marquant. J'espère que ça va inspirer bon nombre de nos téléspectateurs. Et une question bonus, quel héritage aimeriez-vous transmettre aux générations futures? J'aimerais écrire un livre que je n'ai pas encore écrit. On y croit. Et ce livre-là traitera de la... Alors, il y a un concept qui me travaille beaucoup, parce que j'ai beaucoup voyagé dans le monde, travaillé dans des conditions complexes, hein, en Amérique latine, on en parlera peut-être une autre fois, Oui, en pleine forêt équatoriale. J'ai travaillé aussi à Mayotte, en ce pays fascinant qui est le pays de ma mère. J'ai aussi des souvenirs de Santa Fe qui sont exceptionnels. Et je crois beaucoup à la notion d'exorcisme. Vous savez, dans nos d'exorcisme. sociétés, Oui, on a des mots MAUX et on a des mots MOTS. Mais là, je parlais des mots MAUX. Et ces mots-là, c'est l'injustice, c'est l'état de droit, la dictature, toutes choses qui sont pas bien dans la vie. Et donc, j'ai l'impression qu'il faudrait que j'ai besoin d'écrire un jour l'école. L'école aussi exorcise les plus anciens de la société, hein, et exorcise l'inégalité homme-femme. ah oui, Voilà, j'ai envie d'écrire un livre tout l'exercice, une espèce de personnage qu'il faut mobiliser, qui va, à travers l'école, à travers plein de choses, qui va essayer de redonner, de réparer, on va dire, la société. d'accord. La société centrafricaine, la société africaine, et puis l'actualité mondiale nous montre que la société mondiale aussi ne va pas très bien. Pas du tout. Quand Trump va au Venezuela pour virer le président et dire maintenant on va s'accaparer le pétrole vénézuélien, au mépris du droit international, là on commence à se dire Il y a un truc qui va il pas. faut réparer l'humanité, il faut réparer l'Afrique et il faut réparer la Centrafrique. Exactement. Voilà. En tout cas, c'est un très très beau projet. Nous avons hâte de pouvoir lire ce livre Mm. et d'en parler sur le regard, effectivement. Bon, vous me mettez la pression, mais ça sera fait. On sait pas la pression, c'est un encouragement. Voyez-le comme un Voilà. encouragement Voilà. avec tout notre soutien et le soutien de tous ceux que vous avez formés. Très bien. Merci, Monsieur Rejekra, pour votre disponibilité, Mm. pour avoir pris le temps d'échanger avec nous sur le sujet de la jeunesse et de l'éducation. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, n'oubliez surtout pas, votre regard peut changer le monde. Merci.